Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander de bien vouloir reprendre vos places, s'il vous plaît, afin que nous puissions reprendre avec la dernière intervention de cette matinée, donc qui sera, vous l'avez compris, un débat, un échange que j'aurai donc avec nos deux intervenants. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous asseoir, afin que nous puissions commencer. Alors, voilà, tout le monde est prêt. Donc, nous allons pouvoir démarrer. Alors, bonjour. Bonjour. Christelle Garnier, bonjour. Bonjour à tous. Alexis Roux-de-Bézieux, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui, donc sur le Salon Made, pour donc cette dernière intervention où on va parler effectivement de vos deux enseignes. Je le disais, Christelle Garnier, vous êtes administratrice de l'enseigne Biocop, enseigne très connue, et vous êtes aussi ici parce que vous êtes porte-parole du label Bio équitable en France. Et donc, vous allez nous en parler dans quelques minutes. Alexis Roux-de-Bézieux, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Alors, vous êtes le fondateur et dirigeant donc, de l'enseigne COS à Paris. COS, c'est une enseigne qui a été créée en 2011 avec autour de 3 magasins aujourd'hui. 3 points de vente, oui. 3 points de vente. Alors, moi, il se trouve que je suis client d'un de vos magasins dans le quartier de Paris 9e de Pigalle. Et vous avez 2 autres magasins, je crois, un au Halles. Un dans le 3e et un dans le 1er. Un dans le 3e et un dans le 1er. Et donc, vous allez nous expliquer effectivement quelle est l'identité de votre enseigne et pourquoi effectivement cette question des origines est une question importante aussi chez vous. Alors, d'ailleurs, l'envie de créer l'enseigne COS, c'est parce que vous vouliez recréer c'était l'épicerie de quartier qui vous manquait. Et vous avez écrit un livre, vous avez coécrit un livre en 2009, je crois. 2008, ouais. 2008 sur l'arabe du coin. Qui s'appelait l'arabe du coin, voilà, qui en dit, voilà, c'est effectivement une imagerie populaire qu'on a en tête autour de l'épicerie de quartier. Alors, donc encore une fois, merci d'être avec nous. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est évidemment liée à l'actualité, c'est sur cette question des origines dont on va parler en détail. Est-ce que cette crise Covid, on en a parlé avec les intervenants précédents, est-ce qu'elle a changé des choses et au terme d'organisation justement autour des produits et des origines? Est-ce qu'il y a eu des changements? Alors peut-être, Christelle, vous nous direz aussi, peut-être Biocop, c'est combien de points de vente en France et... Oui, je peux déjà me présenter et expliquer comment tout ça est arrivé. En fait, moi, je suis productrice, donc je suis agricultrice à la base. Et donc, productrice de céréales dans Lyon. Productrice de céréales dans Lyon. Donc, à ce titre, toute ma production est mise en commun dans une coopérative qui s'appelle la COSEBI. Et c'est la COSEBI qui est sociétaire de Biocop. Et donc Biocop, comme vous le disiez, c'est effectivement 650 magasins aujourd'hui, mais c'est aussi 20 groupements de producteurs sociétaires. Ce sont plus de 400 sociétaires salariés et aussi une association de consommateurs. Et en fait, tous ces gens-là participent à la gouvernance de Biocop et c'est à ce titre que je suis élue au conseil d'administration de Biocop en tant qu'issue des groupements de producteurs, quoi. Voilà. Et donc c'est vrai que le commerce équitable anime Biocop depuis de nombreuses années. Depuis 2001, il y a un cahier des charges Alors, on va parler du commerce équitable et du label juste après. Donc juste cette question un peu, j'ai envie de dire, d'introduction autour de la crise Covid. Est-ce que ça a changé des choses sur le regard qu'on porte sur les origines? On vient d'en parler là longuement avec nos intervenants précédents. Vous, de vos points de vue? Clairement, je pense que les consommateurs se sont retrouvés dans consommer le plus local possible. Je pense que les consommateurs ont aussi jardiné dans ceux qui avaient des jardins. Il semble, oui. Et en tout cas, c'est vrai que le local, le français, a été mis en exergue, évidemment, quoi. Plébiscité, je ne sais pas, mais en tout cas, rechercher davantage. Bien sûr, oui. Alexis, vous, chez vous, donc chez COS? Nous, ce qu'on a observé, plusieurs choses. D'abord, là, il y avait une part du revenu disponible pour l'alimentation dans les classes moyennes et supérieures plus importante et plus de temps. Donc, les gens ont privilégié des produits bruts. Ça, c'est le premier point. Ce n'est pas le cas partout, parce que dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, l'aide alimentaire a fonctionné à plein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient une vraie pression
sur la part du revenu disponible pour l'alimentaire. La deuxième chose, c'est qu'on a vendu beaucoup de viande, beaucoup de viande. Et les gens avaient un peu plus, vous parliez des produits bruts, le temps de cuisiner aussi, avec le confinement. Un peu plus le temps de cuisiner. On a vendu... Tous les sites de recettes ont explosé. Exactement. Les sites internet. Ouais. On a vendu beaucoup de viande parce qu'on l'a fait en pré-conditionné et qu'on ne l'a fait pas à la coupe. Et en revanche, on a vendu beaucoup moins de charcuterie parce qu'il y a une forme de désaffection sur le tranchage. Et le rayon vrac, en fait, on a mis tous les produits, on les a pré-emballés en pot, mais on a eu une vraie chute du rayon vrac et un espèce de retour de l'emballage, d'une certaine manière. Alors j'espère temporaire, mais pour le moment, on n'a pas réouvert nos rayons vrac, étant donné le contexte sanitaire actuel. Oui, tous les rayons traditionnels à la coupe, etc. Oui, Christelle. C'est vrai que les gestes barrières étaient compliqués dans les rayons vrac. Donc avec la désinfection, à chaque fois que quelqu'un se servait, enfin, c'était quand même... c'était compliqué pour les consommateurs aussi. Près du micro, s'il vous plaît, ouais. Parce qu'avec les masques en plus... Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Alors, donc, effectivement, Biocoop est connu bien sûr pour ses produits bio, c'est une évidence, mais aussi pour ses produits équitables. Et justement, vous avez pris la décision récemment, vous allez nous dire quand et comment, de lancer un nouveau label qui s'appelle Bio Équitable en France. Et c'est aussi à ce titre-là que vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, pourquoi créer un label supplémentaire ? Il y a beaucoup de labels déjà, notamment dans l'équitable. Il y en a quand même pas mal. Les consommateurs sont peut-être un peu perdus. Créer un label de plus, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que vous voulez mettre en ordre derrière ce label ? Alors, des labels, il n'y en a pas tant que ça. En commerce équitable, il y en a 7. Ouais, c'est pas mal déjà. C'est vrai, c'est déjà beaucoup, labels, mais ils représentent pas, ils expriment pas tous la même chose. Voilà. En tout cas, le commerce équitable Origine France existe depuis de nombreuses années chez Biocoop. Donc depuis 2001, il y a un cahier des charges qui a été mis en place avec les groupements de producteurs sur le commerce équitable Origine France. Et en fait, c'était un cahier des charges interne à Biocoop. Donc, on pouvait trouver à ce moment-là, sous la marque Ensemble, les produits issus du commerce équitable. Donc, ils sont déjà France. Ensemble, c'est la marque actuelle. La marque Ensemble était chez Biocoop. Chez Biocoop. Donc ça depuis 2001. Et en fait, on s'est posé la question aussi, les groupements de producteurs, de dire mais c'est dommage parce que le travail qu'on a impulsé depuis 2001, il est interne à Biocoop. Et donc, c'est dommage que l'ensemble des consommateurs ne puissent pas en bénéficier. Et du coup, la société Éthicable, que vous connaissez certainement, avec leur marque de commerce équitable Origine France, sous la marque Paysan d'ici, oui, avait la même problématique, c'est-à-dire aussi un cahier des charges interne. Donc eux, c'est plus récent, c'est une démarche qui existe depuis 2011. Et donc au sein de la plateforme Commerce Équitable France, évidemment, tous les gens qui font du commerce équitable en France se sont retrouvés. Et en fait, Biocoop, naturellement, s'est rapproché de l'entreprise Éthicable. Et on s'est aperçu que finalement, nos cahiers des charges étaient très, très proches. Et en fait, on a décidé de travailler ensemble et de créer un label national qui porte les valeurs de nos cahiers des charges respectifs. Donc, alors, du coup, ces valeurs, justement, quelles sont-elles ? Alors, on a mis tous les groupements de producteurs, les piliers, les détails. Alors, comme son nom l'indique, c'est Bio Équitable France. Donc, on a remis en place un cahier des charges qui est en fait un cahier des charges qui reprend en compte des pratiques agronomiques. Donc, ce qui est très important parce que c'est pas juste un cahier des charges de commerce, mais ça prend aussi en compte les pratiques agronomiques. Et puis, le cahier des charges de commerce équitable normal, c'est-à-dire des contrats pluriannuels avec les producteurs, un prix qui est calculé à partir des coûts de production, et ça c'est très important. Voilà. Et puis le principe du commerce équitable, c'est une prime de développement, c'est-à-dire que donc un prix qui est calculé en accord avec les producteurs, puisque vous êtes Biocoop, vous êtes aussi vous avez évidemment beaucoup d'adhérents. Pardon, je vais y arriver, producteurs. Donc c'est avec eux que vous avez discuté les prix souhaitables. Bien sûr, de toute façon... non, mais je pose la question. Oui, complètement. Et donc, la prime de développement revient au groupement de producteurs et permet au groupement de producteurs de pouvoir mettre à profit ça finance des projets collectifs, des choses qui font avancer ensuite les groupements, quoi. Et donc, de fait, les agriculteurs, les paysans, quoi.
Et alors ce label, qui le décerne? C'est une autorité indépendante ou c'est justement c'est le groupement coopératif qui décide de l'attribuer? Ah non, non, non. Alors, c'est donc une association a été créée, donc l'association Bio Équitable en France. Donc, dans cette association, donc il y a effectivement à l'origine plus de 27 groupements de producteurs. On y a intégré des transformateurs, des porteurs de marques. Et donc, il y a un comité de labellisation qui permet de effectivement labelliser les différents acteurs pour, s'ils sont évidemment en adéquation avec le cahier des charges. Et évidemment, tout est contrôlé par un organisme de contrôle externe. C'était hyper important. Enfin, c'est hyper important qu'il y ait un audit externe et que ce soit validé, certifié, et pas juste, Oui, voilà, on le pas juste donne entre d'office. nous, quoi. Enfin bon, voilà. Et ça sera sur tous les produits Biocop d'office ou ça va être justement seulement sur certains produits, donc bien sûr qui répondent aux critères? Ah non, ce sera que sur un certain nombre de produits. Il faut que le groupement de producteurs soit dans la démarche. Il faut qu'il respecte le cahier des charges. Et donc aujourd'hui, tous les fournisseurs de Biocop ne peuvent pas rentrer dans cette démarche, clairement. Par contre, l'essentiel des groupements de producteurs sociétaires de Biocop, comme de toute façon on est à l'origine de ces cahiers des charges, on est tous Dans la labellisés. Et donc évidemment, Et ça va apparaître sur les produits, oui. sur les packs produits? Oui. C'est déjà en place Alors, à partir de quand? donc l'association est née au mois de mai, pendant le Covid. Je peux Oui. vous dire, c'était compliqué, tout ça Oui. par téléphone, par Teams et tout. Enfin bon, on a réussi quand même. On a eu plus de les membres fondateurs étaient plus de 50 en fait, 50 signataires membres fondateurs. Et donc, on a mis en place tout l'été pour justement faire les audits, les labellisations, etc. Et donc, les premiers produits chez Biocop vont sortir là, à l'automne. Voilà. Mais il y aura aussi des produits de paysans d'ici. Enfin bon, on n'est pas les seuls à lancer le... Oui, puisque c'est Voilà, maintenant, Équitable également c'est est national, partenaire de la voilà. démarche. Et donc, à partir de l'automne, les premiers produits les premiers devraient produits vont sortir arriver, avec oui. ce label. Voilà, avec ce D'accord. label. Merci. Alexis, les labels, justement, pour garantir les origines, est-ce que c'est quelque chose aussi auquel vous êtes attentif ou finalement vous avez une philosophie, une démarche qui est peut-être un peu différente et qui s'affranchit un peu des labels, justement, dans les produits que vous commercialisez? Dans la question, il y en a deux en fait. Oui. Il y a une première question qui est que cherche un consommateur aujourd'hui? Le consommateur aujourd'hui se plaint beaucoup d'infobésité. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'informations qui vont des valeurs nutritionnelles avec le Nutri-Score, en passant par Yuka, en passant par un certain nombre de labels, et il est un peu perdu. Donc nous, notre rôle de commerçant tel qu'on le pense, c'est le rôle d'être un passeur et un tiers de confiance. Et donc de rassurer. Donc ça demande de sélectionner, de sourcer et d'expliquer au consommateur le pourquoi on a référencé tel produit. Est-ce que c'est parce que c'est fait en France? Est-ce que c'est parce que c'est bio? Est-ce que c'est parce qu'on connaît l'agriculteur? Est-ce que c'est parce que c'est une entreprise de taille réduite? Est-ce que c'est parce que c'est du clean label? Est-ce que c'est parce que le prix est correct? Enfin, quel est le pourquoi? Sur les labels, moi, l'impression que j'en ai, j'ai l'impression qu'il y a deux labels, en gros, qui sont identifiés par le consommateur. Le premier, c'est le label bio. Alors, est-ce que c'est le label européen? Est-ce que c'est le label français? Pas forcément très clair. Là, on rentre déjà dans un niveau de raffinement un peu plus élevé. Et le deuxième, d'une certaine manière, c'est l'AOP. Le label rouge, il a le mérite d'exister, mais on voit des produits un peu partout, souvent à des prix très très différents, donc pas forcément très rassurants. Confusant. Un peu confusant. Le bleu blanc cœur, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ne parle pas forcément. C'est un label de qualité, je le signale. Voilà, pardon. L'IGP ou le STG, là, on rentre dans quelque chose qui est complexe. Mais l'AOP, notamment parce qu'il y a des produits qui portent les AOP et qui sont des produits qui font partie de notre patrimoine culinaire quotidien, sont à mon avis aujourd'hui probablement les plus grands gages de confiance pour le consommateur. Et alors, chez vous, donc chez COS, combien y a-t-il de produits? Vous avez combien de références dans vos catalogues et dans vos rayons? On doit avoir entre 2000 et 3000 références.
Sur une unité de besoin, on essaye d'avoir une référence, parfois 2 ou 3, c'est-à-dire une entrée de gamme, un moyen de gamme et un haut de gamme sur certaines unités de besoin très particulières, par exemple l'huile d'olive. Mais l'idée, c'est de sourcer un produit sur une unité de besoin, premier point, et deux, de ne pas couvrir toutes les unités de besoin, parce que là, à mon sens, il y a un jeu pervers qui s'est fait entre l'industrie et la distribution, dans lequel, pour gagner du linéaire, on a créé des nouvelles unités de besoin, qui sont devenues dans le mental du consommateur une vraie unité de besoin. J'ai jamais eu la Vous avez liste un des exemple, unités par de exemple, besoin. ou deux d'unités de besoin moi, qui j'ai ne sont pas vraiment des besoins, en fait, si je vous suis. je pense, j'ai pas la liste des unités de besoin. Si quelqu'un me la trouve, je suis assez preneur parce que j'en ai beaucoup entendu parler, mais je la connais pas. Je pense qu'aujourd'hui, les probiotiques sont considérés comme une unité de besoin. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'alicaments qui sont devenus des unités de besoin. Est-ce qu'on en a forcément besoin si on a une alimentation équilibrée, variée, à base de produits bruts, faits sans additifs conservateurs? On n'a pas forcément besoin de mettre des contre-mesures pour rééquilibrer le système. Je parle de son système interne. Et alors, donc chez Cos, quels sont les critères qui... Alors, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, il faut que le produit, on sache si c'est une question de prix, si c'est parce qu'il est produit en France, si c'est parce qu'il est, il est bio, etc. Comment est-ce que vous sélectionnez vos produits? Alors, vous avez parlé des labels et du fait que, bon, pour vous, il y en a 2 qui ont vraiment du sens aujourd'hui. Au-delà de ça, donc, comment sélectionnez-vous vos produits chez Cos? Alors, le goût, enfin, la qualité organoleptique, pour moi, c'est la base. Ensuite, il y a la manière dont le produit est fait. Donc, est-ce qu'il y a des additifs? Est-ce qu'il n'y a pas d'additifs? Est-ce qu'on a quelque part confiance aussi dans le producteur ou le fabricant? La relation de confiance. Et en troisième ou quatrième point, le prix va venir. Et généralement, en fait, quand on parle de prix, on essaye de placer notre marge et on raisonne beaucoup en unité en temps de travail médian ou en temps de SMIC. C'est-à-dire, pour acheter ce produit, il faut consacrer combien de temps de travail en salaire médian ou en salaire SMIC pour ne pas perdre de vue le quotidien des consommateurs. Alors, on est plus cher que la distribution historique parce qu'on a des sélections de produits quel ordre, à peu près, un peu différentes. sur des produits équivalents? C'est très varié. Les produits que vous commercialisez sont-ils aussi en grande distribution ou vous avez des produits... On a, à mon avis, un peu 10% qu'on peut avoir en commun, qui sont plutôt le segment premium de la distribution. On a un certain nombre de fournisseurs qui n'adressent pas du tout la grande distribution ou alors vraiment du monoprix. Je pense par exemple à Alain Millat sur les jus. Et sur les positionnements prix, pour répondre, moi je fais relativement fréquemment des relevés de prix sur la volaille. Nous, on vend de la volaille. On travaille avec un groupement d'éleveurs qui est basé dans l'Orne et qui a des boucheries, des magasins de boucherie qui fait du veau, de la volaille, du porc, de l'agneau et autres. Et sur la volaille, on a assez fréquemment 5 à 6 euros moins cher du kilo sur un produit équivalent qu'on peut trouver dans la distribution parisienne. Ah oui. Alors, est-ce que c'est le budget marketing des grandes enseignes qui fait que le prix est grévé, parce que c'est le même coût d'emballage? Il y a une question, vous posez la question. Ou alors est-ce que c'est la marge que prend le distributeur qui est très nettement supérieure à la nôtre? Mais quand on fait les comptes à la fin de l'année, ce n'est pas forcément le cas. Parlez près du micro, s'il vous plaît. C'est pas forcément le cas. Donc je ne m'explique pas toujours les différences. Et il y a des produits sur lesquels on est plus cher parce qu'on n'a pas les volumes, parce qu'on n'a pas les mêmes fournisseurs, parce qu'ils ne sont pas faits de la même manière, et parce que avec notre mode opératoire, qui est un mode dans lequel on fait beaucoup de ventes assistées et assez peu de libre-service, on a un compte de résultat qui est légèrement différent de celui de la grande distribution, et il faut qu'on ait plus de marge pour payer plus de salaire. Christelle, même question. Alexis parle de connaître ses fournisseurs. Donc là, c'est les procédures de référencement des fournisseurs qui sont un peu en question. Ça veut dire qu'il faut aller à la rencontre des fournisseurs, pas simplement, je vais prendre une caricature, j'espère qu'on ne me jettera pas de pierre, mais pas les recevoir dans des box et voilà, dire on signe ou on signe pas, mais aller à leur rencontre. Est-ce que c'est faisable combien avez-vous de fournisseurs différents chez Biocop? Est-ce que c'est faisable et si oui, comment? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, je ne sais pas exactement combien il y a de fournisseurs chez Biocop. En tout cas,
Dans les fournisseurs de Biocop, on va dire, il y a déjà les groupements sociétaires de Biocop. Bien Donc là, sûr. ils sont 20. Enfin, on est 20. Là, vous les connaissez Donc forcément. là, de fait. évidemment, on se connaît parce qu'on est complètement acteur du projet et donc on participe à l'ensemble des décisions de la coopérative. Après, les autres fournisseurs, on a une stratégie fournisseur chez Biocop qui fait qu'effectivement, n'importe quel fournisseur ne peut pas vendre à Biocop. Il y a des règles et évidemment qu'il y a des rencontres, il y a des contacts avec ces fournisseurs-là. Et ces quelques règles, vous pouvez nous en citer une ou deux de ces règles? Par exemple, il ne faut pas que l'entreprise soit au CAC 40, quoi. Enfin, D'accord. voilà, c'est ce genre de... Enfin, je veux dire, l'éthique, la construction la construction à qui appartient l'entreprise, comment elle est gérée, voilà. C'est un critère C'est un déterminant. critère important, oui. Et vous, le recoupement entre les produits que vous vendez chez Biocop et les produits qui sont vendus en grande distribution, quel est-il? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Il y en a probablement quelques-uns, mais Peu. pas tant que ça. Ouais, ouais. Plutôt assez peu, parce qu'en fait, la bio en grande distribution est souvent en marque MDD ou des marques spécifiques. Oui, non, je vais même aller plus loin parce que ça me revient. Ça vous En fait, revient. de toute façon, dans dans la stratégie fournisseur, on ne trouve pas de produits chez Biocop sous la même marque qu'en grande distribution. Jamais. Si ça vient d'un groupe qui fait Un producteur identique. un producteur, il doit y avoir deux marques. D'accord. Donc c'est par exemple, je sais pas, je vais prendre le café qui, par exemple, de la marque Etikable. La marque Etikable est en grande distribution et le café Terra Etika est en réseau spécialisé. Mais il n'y aura jamais la même marque dans les deux réseaux. D'accord. Alexis, donc même chose, la rencontre des fournisseurs. Vous disiez, il faut qu'on connaisse un peu les fournisseurs, l'histoire, comment les produits sont faits. Vous, aujourd'hui, vos fournisseurs, vos producteurs, vous les connaissez, alors individuellement peut-être pas tous, mais vous en connaissez une grande partie. Et quelle est la part de producteurs locaux dans vos approvisionnements? Alors, si on parle de la part Île-de-France, on parle de 5%. Il faut comprendre qu'on fait 60% de notre chiffre d'affaires sur le frais, dont une partie importante sur le fruit et légumes. Le maraîchage en Île-de-France A été décimé. a été décimé par la pression foncière. Et les quelques maraîchers qui restent font souvent les marchés ou livrent plutôt les tables des étoilés et n'ont pas du tout qui n'ont pas la même sensibilité prix, si vous voulez, que les commerçants ou les détaillants. Cela dit, il y a quelque chose qui est, à mon avis, en train de s'inverser. C'est le rapport de force entre le distributeur et le producteur. Et ça, j'en veux pour preuve que le patron d'une grosse coopérative m'avait dit ça il y a 3 ou 4 ans, en disant que pour ces coopérateurs, il y avait une occasion historique de changer le rapport de force. Donc, et après, donc les négociations, moi j'ai essayé de contractualiser sur plusieurs années, parce qu'à l'époque le ministère de l'Agriculture, enfin c'est toujours d'actualité, demandait quand on travaillait avec des agriculteurs de contractualiser sur plusieurs années. Et je me souviens très bien d'un agriculteur me disant jamais je contractualiserai avec toi. Le prix c'est ça, ça te plaît, c'est bon, mais je veux surtout pas être pieds et poings liés avec un prix et des volumes qu'on a fixés qui pourrait me mettre en tort. Et donc, ce que le gouvernement avait fait en pensant bien faire pour protéger l'intérêt de l'agriculteur, ça marche peut-être pour le gros coopérateur, mais pour le maraîcher indépendant, il préférait garder, il savait qu'il avait un produit de qualité, qu'il arrivait à écouler sans aucun problème, et ce n'était pas son sujet. J'ai eu une discussion il y a 1 an avec notre fournisseur de pommes et de poires, qui me dit, bon, bah écoute, là, j'ai vu Mathilde, on a passé une journée dans son champ, je voudrais quand même augmenter le prix. J'étais à 2 euros le kilo, je voudrais passer à 2,15. Et puis, il m'en parle à la fin. Et je lui dis, bah, coupons peut-être la poire en deux. Et à la fin de la journée, il me dit, écoute, t'es sympa, j'ai passé une super journée, donc je maintiens mes prix. Donc, il y a vraiment une notion d'intuitu personae qui se crée. Une notion de long terme. Nous, on a des concurrents qui ont essayé de travailler avec des fournisseurs qu'on avait, qui nous ont appelés. Moi j'ai dit je ne vais pas vous fixer l'exclusivité, c'est pas dans ma politique. Maintenant faites ce que vous voulez et l'agriculteur en question a dit moi j'aime travailler sur du long terme avec des gens en qui j'ai confiance, donc je ferai pas. J'ai suffisamment de clients comme ça, j'ai pas besoin d'en trouver d'autres. Donc c'est vraiment une notion, mais il y a un rapport humain qui est pas forcément de l'écrit, du papier,
des conventions, des conditions générales de vente et autres. Hein. Ça se joue bugne à bugne. Hein. Et puis, le temps de l'agriculteur, c'est pas le temps du détaillant. L'aléa climatique, il le connaît. Le détaillant le connaît que très marginalement. Les nuisibles, le détaillant il connaît éventuellement les mythes sur les graines bio, mais lui, il est plus exposé. Donc, quand il raisonne à 5, 10, 15, 20 ans, il y a beaucoup de ses clients qui parfois raisonnent à 1 mois, 2 mois. Et si vous êtes dans un temps qui se rapproche du leur, vous construisez des choses sur des bases bien plus saines et bien plus solides. Christelle, les origines, ce sont des choses que vous revendez. On a parlé lors de la table précédente du problème d'information des consommateurs aussi sur les origines, pour qu'ils sachent pourquoi, c'est ce que disait aussi Alexis, pourquoi ils achètent tel produit. Et parfois, les origines, notamment l'origine France, peut être un peu plus chère, ou des origines régionales, pour des produits aussi qui ont effectivement un cahier des charges et une qualité peut-être supérieure aussi. Est-ce que c'est des choses qui sont faciles? Et comment le faites-vous, dans vos points de vente, pour en informer le consommateur? Comment est-ce qu'on peut faire concrètement? Comment faites-vous? Alors là, par exemple, sur les produits de la marque Biocop, donc la marque, on a une refonte des packaging de la marque Biocop. Et en fait, sur chaque packaging, il y a une charte d'engagement sur laquelle il y a l'origine du produit, le lieu de fabrication. Et puis ensuite, il y aura le logo. Est-ce que c'est le label, par exemple? Est-ce que c'est un produit qui est issu du label bioéquitable en France? Est-ce que c'est un produit qui est issu des groupements de producteurs? Donc là, on a une identification avec nos paysannes associés, qui est en fait l'identification de groupements de producteurs sociétaires de Biocop. Donc en fait, c'est assez transparent sur les produits de. C'est sur les packs pour l'essentiel. Voilà, sur les packs. Et le label. Oui, pardon, allez-y. Après, c'est vrai que sur les fruits et légumes, toutes les origines sont indiquées, évidemment, affichées. Et pour le label bioéquitable, vous avez prévu aussi un programme de communication autour de ce label pour en informer les consommateurs, ou est-ce que finalement vous allez, ce qui est déjà pas si mal, mais me direz-vous, mais l'appliquer sur les packs et puis que les consommateurs vont se débrouiller avec et l'apprendre seuls? Non, bien sûr. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je pense que c'est important que le consommateur il comprenne un petit peu quelque chose, quoi. Donc là, tant que les packs sont pas, tant qu'il n'y a pas de produit dans les rayons, je pense que ça sert à rien de noyer le consommateur avec quelque chose de nouveau. Donc, pour le moment, on est plutôt, alors comme vous le savez, l'association existe depuis pas très longtemps. Donc là, on est plutôt en travail en interne avec la profession. Enfin, on travaille avec les différents acteurs de la filière, des filières. Mais évidemment que dans un deuxième temps, dès que les produits seront en rayon, on va effectivement informer le consommateur, bien sûr. Alors, Alexis, en tant qu'épicier épicier du coin, vous parliez tout à l'heure de filière, et vous parliez notamment, vous disiez 5% de nos produits pour l'Île-de-France, c'est du sourcing Île-de-France donc. Et alors, vous me disiez en préparant cet échange que vous aviez participé à remonter un peu aussi une filière maraîchage en Île-de-France, je crois, à Carrières-sur-Seine. Vous aviez retrouvé des producteurs, voilà. Et donc finalement, quand il y a la demande, l'offre peut se remettre en place? C'est une vaste question. Alors, sur le maraîchage Île-de-France, c'est pas tout à fait ça, mais il se trouve qu'à Carrières-sur-Seine, il y a 40 ans, il y avait 50 maraîchers, il n'en reste plus que 5. Le plus emblématique d'entre eux a pris sa retraite, qui est Joël Thiebaud, qui vendait ses légumes au grand chef. Je ne sais pas d'ailleurs si un de ses salariés devait reprendre, et puis je ne sais pas si ça s'est fait. Non, on a plutôt contribué en fait à l'installation d'une jeune femme qui fait des fromages dans la Drôme des Collines, des fromages et des yaourts aux huiles essentielles, et en fait dont on a été quasiment le premier ou le deuxième client, et dont on est le seul client parisien. Et quand elle a monté son activité, elle a eu un trou d'air, et elle a trouvé nos volumes, qui ne sont pas colossaux, hein, mais au moment où elle en avait besoin. Et quand on a été la voir l'année dernière, parce qu'on a passé une journée avec une partie de l'équipe pour aller fabriquer des Rivoirons, pour aller fabriquer des Saint-Félicien, des Saint-Marcelin,
elle nous a dit qu'on l'avait sauvée. Donc ça, c'est assez satisfaisant. C'est sur le une plan jolie histoire, oui. personnel. Et finalement, quand on est une petite enseigne hein, comme la vôtre, finalement, par rapport à cette question des origines encore, et on le disait tout à l'heure aussi lors de la table ronde précédente, il y a aussi un problème de volume, parce que parfois les producteurs avec les origines n'ont pas les volumes pour la demande en face, notamment de la grande distribution. Finalement, quand on est une relative petite enseigne comme la vôtre, est-ce que c'est un avantage ou pas finalement pour avoir accès justement à des marchés où les volumes sont finalement assez réduits? Là, vous parliez de cette personne qui vient, grâce à vous, de lancer, enfin en tout cas d'activer sa filière. C'est indéniablement un avantage. Pour moi, si on peut amener les gens à grandir, et puis après, on doit être quelque part dénicheur et avoir un coup d'avance. C'est un avantage, mais notre petite taille est aussi un inconvénient. C'est que quand vous avez des petits Volumes. pas forcément le sujet des volumes se joue beaucoup sur la partie des fruits et légumes parce que le coût de la logistique est colossal. Donc si on n'arrive pas à faire une palette ou deux palettes, on n'arrive pas à acheter rédhibitoire, en ouais. direct ou alors on n'est pas du tout placé en prix. Non, c'est plutôt la variété vu le nombre de produits, le nombre de fournisseurs et le traitement administratif. La commande, le bon de livraison, le flux de livraison, la facture, le paiement, qui est quelque part limitant. Mais c'est pour ça qu'on se professionnalise de plus en plus. Et l'étape d'après, c'est probablement arriver à structurer un peu plus notre logistique pour qu'elle soit moins pesante dans les magasins et qu'on puisse jouer avec encore plus de fournisseurs. Christelle, Alexis dit que dans ces magasins, il y a beaucoup de ventes assistées, justement où on peut, j'imagine, faire passer aussi tout le discours autour des origines. Vous aussi, finalement, quelles sont les origines auxquelles vous êtes vraiment sensible dans le réseau Biocoop? Qu'est-ce qui, pour vous, a vraiment du sens? L'origine France, bien évidemment, et puis le local aussi. C'est vrai que les magasins travaillent beaucoup en local. Donc tout est dans l'articulation entre effectivement les approvisionnements nationaux et puis les approvisionnements locaux. La part de évidemment. l'approvisionnement local dans un magasin Biocoop, d'une manière générale, quelle est-elle en pourcentage? Ça dépend des magasins en Ça fait. dépend des des Chaque régions. magasin, ça dépend des magasins, des régions, des produits. Donc c'est très différent en fait. Très variable. C'est très variable. Et ils ont donc, comment se passent les achats? C'est-à-dire que la centrale diffuse un catalogue d'offres à l'ensemble des magasins dans lesquels ils piochent effectivement, et après ils ont une marge de manœuvre en achat local. C'est comme ça que ça Oui, fonctionne? bien sûr, les magasins sont tous des magasins indépendants, donc qui participent au projet de Biocoop, participent à la gouvernance, participent à l'élaboration du projet, on va dire. Mais en fait, chaque magasin est libre de ses choix, de ses D'accord. références. Donc Biocoop propose effectivement tout un panel de produits, donc c'est tout organisé. Et puis ensuite, chaque magasin a la possibilité de choisir ses producteurs. Alors, il y a des règles aussi hein, pour les Oui. producteurs locaux, évidemment. Il ne peut pas choisir n'importe quel producteur local. Mais en fait, chaque magasin est libre de ses choix, en fait. D'accord, comme dans les enseignes dites indépendantes. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une enseigne Comme vous le disiez, ce sont d'indépendants. des Voilà. sociétaires, donc adhérents Voilà. de la coopérative, donc Mais ce libres. n'est pas une franchise. Enfin, c'est Oui, vraiment un réseau C'est ni un d'indépendants. réseau en fait. intégré, Voilà. ni une franchise. Voilà, c'est ça. Oui, Alexis, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je vous voyais prendre le micro, donc je pensais que vous aviez quelque chose à ajouter. Alors peut-être pour terminer, donc, sur la question des origines et peut-être sur la question de l'origine France, qui était aussi le sujet sous-jacent de toute cette matinée. Est-ce que vous avez le sentiment que l'origine France va encore se développer, ou est-ce qu'on n'a pas les moyens de s'offrir l'origine France chez les consommateurs, mais aussi, bien sûr, alors moins concernés, mais pour les clients de la restauration notamment? Moi, je pense que si on s'organise bien, on doit être en mesure de pouvoir... Aujourd'hui, il y a plein d'échanges. Il y a des produits qui arrivent en France, des produits qui repartent de France. Et je pense que si on se remet à réorganiser tout ça, je pense qu'on est en mesure de pouvoir relocaliser et se nourrir. Alors après, c'est vrai qu'il y a des produits... aujourd'hui, on ne fait pas de bananes en France. Pas encore. Mais bon, avec les aléas climatiques, on ne sait pas. Peut-être on mangera des bananes bientôt, mais françaises. Mais enfin bon, c'est pas encore d'actualité. Pour l'instant, on a les territoires d'outre-mer qui fabriquent des bananes, qui produisent des bananes. Mais oui,
Alexis? Moi, il y a une vraie demande du consommateur. Maintenant, il y a une élasticité prix qui est quand même importante. Les gens ne vont pas renoncer à leur téléphone mobile, quand bien même le Covid. Et a fortiori, si on a 800 000 ou 1 million de chômeurs en plus, il va y avoir une tension sur les prix. Et le problème de fond, pour moi, enfin, je vais parler des fruits et légumes, dont 75% de la valeur est constituée de main-d'œuvre. C'est un problème de coût du travail, d'une certaine manière, dans lequel les marchés s'étant globalisés. Quand on pense que l'Union européenne a favorisé l'implantation de pommiers en Pologne, je crois qu'aujourd'hui, la Pologne produit des volumes de pommes qu'elle n'avait jamais produits dans le passé. Et on a sacrifié l'industrie dans les années 70. Et l'agriculture, elle suit une espèce de déclin assez lent. Et il y a, à mon avis, urgence pour le coup en la matière. Parfait. Mais écoutez, Christelle et Alexis, merci beaucoup. Merci pour vos interventions. On peut les applaudir. Merci. On va voir s'il y a peut-être quelques questions dans la salle. Alors, avez-vous des questions pour Christelle Garnier ou Alexis Roux de Bézieux sur ce qu'ils viennent de dire? Effectivement, avec donc là, vous voyez des enseignes avec des profils différents de ce qu'on a pu voir depuis le début de la matinée. Pas de questions? Bon, je pense que Christelle et Alexis sont disponibles si vous voulez échanger avec eux en direct. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve tout à l'heure à 13h30.